je vais me présenter tout d'abord. Je suis Valérie Jeanne Perrier, responsable de l'école de journalisme du CELSA. Je pense qu'il faut que je rapproche le micro de ma bouche parce que j'ai une petite voix. Alors pour cette seconde table ronde de la CEJ, on va parler du sujet suivant, liberté académique, liberté d'expression, liberté d'informer, même combat. Dans ce premier temps, donc, je vais d'abord présenter les différents intervenants qui ont accepté, je les remercie, de venir prendre du temps pour faire le point sur ces questions. Je vais commencer par la personne qui est juste à côté de moi, Jérôme Horteau. Vous êtes, alors j'hésite à dire tu es politiste, tu es maître de conférence à l'Université Paris-Dauphine PSL Research University, membre du bureau de l'Observatoire des atteintes à la liberté académique, l'OALA, tu nous en parleras certainement. Tu es spécialiste aussi des changements de régime en Europe centrale et au Maghreb, de la liberté académique et du droit international. Tu as d'ailleurs publié sur ces questions. Tu es l'ancien directeur du Centre français de recherche en sciences sociales, le CEFRES, à Prague. Et donc, tu es l'auteur de plusieurs ouvrages. Et plus récemment, tu as publié Pensée captive, répression et défense des libertés académiques en Europe centrale et orientale et au-delà. Et puis, tu as publié tout récemment aussi un ouvrage qui est le suivant, Le droit international est-il mort à Gaza ? Qui est paru là en 2025. Alors pour les autres intervenants, je vais prendre le temps de récupérer les présentations qui m'ont été envoyées hier soir. Vous pouvez aussi vous présenter, c'est vrai, je n'y ai pas pensé, effectivement. Alors allez-y. Ce sera peut-être plus vivant comme ça. Je suis Thibaut Brutin, je suis le directeur général de Reporters sans frontières. Et donc Reporters sans frontières, c'est une organisation qui défend la liberté de la presse à travers le monde, entendue à la fois comme le droit des citoyens à l'information et la possibilité pour les journalistes de faire leur travail. Ça fait 10 ans que je travaille pour Reporters sans frontières et j'en suis le directeur général depuis 2024. David ? Merci. Alors, je pense que ça aurait été plus vivant avec Valérie, que je remercie pour son invitation et son accueil, et avec qui j'ai eu la chance d'œuvrer et de continuer à œuvrer au sein du CELSA Sorbonne Université, dont j'ai eu le privilège d'être le président du conseil d'administration pendant plusieurs années. Mon activité principale est de diriger la Villa Numéris, qui est un think tank qui affirme la primauté de l'humain et qui pense qu'il y a encore un modèle pour notre continent en matière numérique, pour peu qu'on s'en donne les moyens et qu'on affirme nos valeurs, notre culture et nos langues, qui sont autant de chances, notamment face à l'émergence de solutions d'intelligence artificielle. Alors j'ai la charge d'animer de manière vivante, donc, cette deuxième table ronde organisée par la CEJ. Non, c'est pas grave du tout, j'ai essayé de faire un peu d'humour. Donc le thème des assises, c'est la quête de vérité, et cette quête de vérité, elle est parfois empêchée. Les journalistes sont soumis à des contraintes, des arrestations, des emprisonnements, et comme les universitaires, les experts et les citoyens ordinaires, leur liberté d'informer, comme les libertés académiques et d'expression, sont remises en question. Donc avec nos trois invités, nous allons donc tenter de faire d'abord un tour de table, un point sur l'état de ces trois types de libertés, qui en principe sont là pour garantir le chemin vers l'information vraie, vérifiée, sourcée, mais qui semblent connaître des limites nouvelles. Alors premier tour de table, les présentations sont faites. On va essayer justement de faire le point sur ces libertés d'expression, libertés académiques et des journalistes. Quel est l'état des lieux ? Et je propose qu'on commence par peut-être Thibaut. Alors, la liberté de la presse, Reporters sans frontières la mesure depuis 2002 avec un classement mondial qui est publié aux alentours du 3 mai, Journée mondiale de la liberté de la presse. Donc vous allez évidemment avoir aujourd'hui un discours qui est fondé sur le classement 2025, puisque le classement 2026 arrive. Il sera publié le 30 avril prochain. Ce que l'on constate, nous, d'abord, c'est que la liberté de la presse, il faut en redéfinir les contours. Et Reporters sans frontières, en lien avec le monde académique, a pu entreprendre un travail, je crois, assez approfondi pour essayer de définir cette liberté, étant entendu que, oui, c'est d'abord et avant tout la sécurité des journalistes, mais pour nous, la liberté de la presse, c'est plus que ça. C'est aussi la possibilité de travailler dans un contexte légal, politique, qui soit favorable au journalisme. C'est aussi une économie des médias qui fonctionne. Et c'est aussi, ce qui est peut-être le plus important après tout, un contexte social qui soit favorable, avoir la confiance des citoyens. Donc c'est cela, ces 5 indicateurs différents que je viens d'énoncer, qui sont mesurés dans le classement mondial. Le classement mondial se matérialise par une carte où vous avez donc à la fois un classement de tous les pays, 5 indicateurs pour chacun, un score global. Et soyons honnêtes, voilà, la température est plutôt en train de monter
si le thermomètre n'est pas cassé. Je tiens à vous assurer que le thermomètre est très sensible et en 2026, nous verrons des changements significatifs. Ce qui est clair, c'est qu'il y a une tendance à la fois une différence plus grande entre des espaces politiques comme l'Union européenne, qui restent des espaces beaucoup plus sûrs pour la liberté de la presse que le reste du monde. Mais même au sein de l'Union européenne, on voit un déclin de la liberté de la presse. Ça s'explique pour tout un tas de raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir. Mais voilà, on voit des différences notables entre les régions du monde. On voit aussi que pour la première fois, le pays moyen se situe dans une zone difficile. Donc nous sommes en mesure de dire assez nettement que la majorité des habitants de la planète Terre ne vivent pas dans un espace où la liberté de la presse est garantie, a fortiori dans les 5 dimensions dont je viens de parler. Donc c'est vraiment un appel, je dirais, à la prise de conscience. La liberté de la presse, c'est pas donné en kit avec une démocratie qui serait par essence vouée à poursuivre son chemin sans être inquiétée. Nous assistons à un déclin démocratique et je crois que le déclin de la liberté de la presse en est un des signes avant-coureurs. Alors peut-être le lien naturel, c'est d'aller vers David Lacomblaine. La Villa Numéris a récemment publié un baromètre de la liberté d'expression. Est-ce que vous faites le même constat ? Alors nous avons publié effectivement un rapport définitif à la suite de 2 ans de travaux visant à réaffirmer la liberté d'expression. Un groupe de travail pluridisciplinaire avec des professeurs de droit renommés, des avocats, c'était Massaman qui le dirigeait, des associations, je pense notamment à Cartooning for Peace, dont je salue Barbara Moyansson et Sophie Brondel qui sont juste là, et 2 ans de travaux partant d'un constat où s'exprimer n'a jamais été aussi simple, et pourtant on a le sentiment que ce champ d'expression se réduit, ne serait-ce que dans le chaos du monde, avec un océan Atlantique qui n'a jamais paru aussi large entre l'Europe et les États-Unis d'Amérique, et qui pointe d'ailleurs parfaitement dans le champ du numérique les difficultés de compréhension qui sont les nôtres, puisque nous sommes sur un continent où on peut tout penser. Vous avez le droit absolument de penser tout ce que vous voulez, mais vous n'avez pas le droit de tout dire, puisqu'il y a des lois qui nous le rappellent, que ce soit sur la haine, sur l'antisémitisme, sur le racisme. Je ne vais pas tous les passer en revue, vous les connaissez aussi bien que moi. Là où aux États-Unis, c'est garanti par la Constitution et le premier amendement, vous pouvez non seulement tout penser, mais tout dire. Mais on voit bien qu'il y a là un coin très fort entre nos 2 continents et une incompréhension qui se fait jour et qui ne fait que grandir depuis. Dans un espace numérique en Europe qui peut se prévaloir, et c'est un signe de distinction, me semble-t-il, dans le monde, de préserver les droits humains, dont celui de s'informer, de travailler, de se mouvoir, et ce faisant, effectivement, équipé d'un certain nombre de lois. Si on remonte à la plus ancienne, dans un pays comme le nôtre, la loi de 1881, dont il nous semble, et c'est une des conclusions de notre rapport, qu'elle peut encore produire pleinement ses effets, y compris dans l'espace numérique, aidée en cela par des lois au niveau européen, je pense au Digital Services Act, qui s'intéresse non pas au contenu, mais au contenant et à la manière dont on doit aller les modérer, voire les supprimer. Et c'est sûrement là la limite de l'exercice, puisqu'on est dans des pays où malheureusement, globalement, les caisses sont vides et où les pouvoirs publics ont plutôt tendance à privatiser des services qui relèvent du régalien. On le voit sur les divorces, puisque bientôt on pourra divorcer sans forcément passer devant un juge. C'est le cas également dans la régulation
des contenus sur les réseaux sociaux, puisque aujourd'hui les grandes plateformes sont enjointes de modérer et de prendre parfois des décisions qui peuvent les dépasser quand on est dans des zones grises, et ça ne concerne que les grandes plateformes et pas forcément les plus petites qui, elles, passent encore sous les radars. Et vous vous retrouvez, comme c'était le cas l'été dernier, avec une plateforme dont tout le monde y méconnaissait le nom quelques heures encore avant, et cette personne qui est morte en direct avec aucune possibilité d'alerte, en tout cas à l'époque, là où il y a pour le coup des possibilités juridictionnelles de les poursuivre désormais. Et il a fallu d'ailleurs le rappeler aux responsables politiques de l'époque. Oui, les instruments existent. Faut-il encore les prendre en main? Faut-il encore y être formé? Et c'est là où nous avons, dans un pays comme le nôtre, une difficulté de formation, ne serait-ce que de la justice, me semble-t-il. Et c'est en ça qu'on formule un certain nombre de propositions, mais on y reviendra peut-être dans la deuxième partie de la table ronde, puisqu'elle emporte de mettre tout le monde autour de la table dans un élan démocratique, et les journalistes au premier rang y ont toute leur place, mais très certainement aussi les entreprises et plus largement la société civile, dans un monde dont on voit bien que la tectonique des plaques font que les continents s'écartent, avec deux puissances numériques efficientes que sont les États-Unis d'Amérique d'un côté et la Chine de l'autre, et l'Europe au milieu qui peut paraître parfois désemparée. En revanche, si vous ne mettez que des médias et des pouvoirs publics dans la lutte informationnelle, pour faire simple, en réalité, vous prêtez le flanc aux attaques et à une certaine forme d'attaque sur le conspirationnisme, puisque un certain nombre de nos concitoyens sont persuadés qu'ils sont aussi les acteurs du complot. Et c'est pour ça qu'il faut y emmener tous les représentants de la société civile au sens large. Et c'est certainement une difficulté dans un pays comme le nôtre, parce que quand vous êtes ministre de la Justice ou de l'Intérieur et que vous vous retournez et que vous voulez avoir les citoyens avec vous, vous vous retrouvez dans la minute avec 200 associations représentatives, là où, si vous êtes en Allemagne, vous avez 2 fondations qui ont prétention et vocation à représenter les citoyens, et il les faut absolument à bord pour être pleinement efficaces, me semble-t-il. Alors maintenant, si on se tourne du côté des libertés académiques, hein, même exercice pour Jérôme Horteau, on en est où? Ah, c'est bon. Merci. D'abord, merci beaucoup Valérie et puis l'ensemble des écoles de journalisme pour cette initiative qui est évidemment essentielle, hein, d'amorcer ce rapprochement d'une réflexion commune entre liberté académique, liberté de la presse, liberté d'expression. Mais on pourrait ajouter aussi liberté associative, liberté syndicale, parce que je pense qu'il y a un fil conducteur qui mériterait d'être élargi. Et je suis content de pouvoir m'exprimer sur une table où il y a Valérie, puisque nous nous connaissons depuis 45 ans, donc je peux témoigner, au moins, je peux témoigner qu'elle est non seulement vivante, mais aussi très vive intellectuellement. Je vais présenter mes excuses à Valérie tout de suite, parce que j'ai peur que ça devienne un running gag pendant toute la conférence. Je m'excuse, Valérie. Ah, oui. Alors, moi, je vais peut-être prendre un petit peu plus de temps que mes camarades, parce que je vais parler d'un sujet, la liberté académique, qui est moins connu quand même, il me semble, que les deux autres. D'abord, je voudrais partir d'un constat en forme d'étonnement, c'est que la liberté académique, qui a longtemps été reléguée en marge à la fois des réflexions académiques, mais aussi du débat public, a fait son apparition dans le débat public. Et il faut évidemment s'en féliciter, parce qu'on se sentait un petit peu isolé avec ce sujet. Donc c'est une bonne nouvelle, et en même temps, évidemment, c'est l'indice que quelque chose ne va pas. D'abord parce qu'elle est de plus en plus menacée en France, je vais y revenir, mais pas seulement. Si elle est devenue un sujet de controverse publique, c'est qu'elle fait dissensus, et qui dit dissensus dit en fait référence contradictoire, définition contradictoire et opposée à la liberté académique. On l'a très bien vu après les attaques de Donald Trump contre les universitaires américains, qui a été faite au nom de la liberté d'expression / liberté académique, la droite illibérale confondant très très souvent en fait ces deux notions. Et elle a été aussi évidemment invoquée par tous ceux qui se sont défendus, qui ont défendu les universitaires contre ces attaques trumpistes. Elle a été invoquée par
Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen pour justifier leur programme Choose Europe for Science, qui a accueilli des chercheurs américains, au nom donc de la liberté académique. Mais lorsque les universitaires français ont considéré que les 100 millions d'euros consacrés à ce programme étaient peut-être un peu trop importants comparés aux baisses de budget de l'enseignement supérieur, eh bien, les universitaires français ont dit qu'au nom de la liberté académique, ils s'opposaient en quelque sorte, ou ils critiquaient ce programme. Certains collègues sont même allés plus loin en dénonçant les efforts importants qu'on a consentis à nos collègues américains, comparés aux efforts qu'on a consentis à nos collègues palestiniens, par exemple, qui, eux, n'ont pas seulement vécu des attaques du trumpisme, mais un véritable scolasticide. Et donc, des universitaires ont dit, alors cette liberté académique, elle ne profite en réalité qu'aux dominants des dominés, donc aux universitaires américains, qu'aux universitaires européens, et pas du tout aux universitaires du Sud global, et en particulier de la Palestine. Donc ce dont on peut convenir, c'est que la liberté académique, beaucoup de gens en parlent, beaucoup d'acteurs la mobilisent, et notamment les acteurs politiques. C'est devenu une sorte d'étendard, mais sa plasticité est telle qu'elle donne lieu en fait à des usages politiques extrêmement contradictoires. Et donc, puisqu'elle est méconnue, cette liberté académique, deux mots quand même pour la définir. Alors qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une liberté comme la liberté de la presse, une liberté plurielle. Elle recouvre plusieurs types d'actions. C'est la liberté de rechercher, bien sûr, en toute liberté. C'est un truisme, pardon, mais sans pression d'aucune sorte, ni économique, ni politique, ni religieuse, ni idéologique, ni bureaucratique. C'est la liberté pédagogique, donc celle d'enseigner, et c'est aussi celle de s'exprimer publiquement dans l'espace public au nom d'un savoir collégial qui s'est formé dans le milieu universitaire. Donc elle ne se confond pas évidemment avec la liberté d'expression, puisque tous les citoyens peuvent en jouir, y compris les universitaires. C'est en fait une liberté professionnelle, comme la liberté de la presse, qui est réservée en quelque sorte à une minorité, donc les universitaires au sens large évidemment, ça inclut tous ceux qui font profession de ce métier, mais même qui est inclus comme bénéficiaire, le champ des bénéficiaires fait aussi l'objet de discussions. Par exemple, est-ce que ça recouvre les étudiants ? Est-ce que ça recouvre les étudiants qui font des recherches, dans le cas d'un master de recherche, par exemple, etc., etc. Mais il y a quand même un consensus, disons, minimal pour dire que la liberté académique, c'est liberté de recherche, liberté d'enseignement et liberté de s'exprimer dans l'espace public. C'est un privilège, mais comme tout privilège, qui, en fait, n'autorise pas les universitaires à dire n'importe quoi. En quelque sorte, ils doivent s'empêcher. C'est donc une liberté encadrée. Elle est encadrée par l'évaluation par les pairs. Elle est encadrée par la loi, que nous devons évidemment tous respecter, mais aussi par la déontologie universitaire ou académique. Si bien que la parole d'un universitaire est censée être plus rare mais plus forte, et en tout cas pas équivalente à simplement l'opinion, qui normalement autorise à dire n'importe quoi, dans les limites, bien sûr, de la loi. Et puis c'est une arme de défense, évidemment, pour nous, universitaires, contre toute forme d'entrave, de persécution éventuelle. Et dans un grand nombre de cas, les persécutions sont évidemment très, très nombreuses. Alors effectivement, ces atteintes, là je réponds à ta question, elles se multiplient. D'abord au niveau global, et nous avons aussi un index, de Academic Freedom Index, alors qui vaut ce qu'il vaut, comme tous les index, mais qui donne des indications. Et par exemple, il y a 20 ans, cet index international montrait que un habitant sur deux dans le monde vivait dans un pays où la liberté académique était globalement respectée. Aujourd'hui, c'est 2/3 des habitants du monde dans lequel elle n'est pas respectée. Donc on a un élargissement en fait du nombre de pays qui ne respectent plus la liberté académique. En 2024 ou 2025, seuls 10 pays sur 179 ont vu leur situation s'améliorer. Et puis l'Union européenne fait quand même un peu office de phalanstère académique, puisque par rapport au reste du monde, effectivement, on est privilégié. Bon, pas Hongrie. La Hongrie est un des niveaux les plus bas des pays de l'Union européenne. Et ces libertés académiques, elles font l'objet d'atteintes diverses. Bien sûr, les atteintes de type idéologique, sur lesquelles je reviendrai rapidement, de type politique, qu'on les appelle illibérales, populistes, etc., ou trumpistes, ou proto-trumpistes. Il y a des atteintes ou des menaces de type plutôt économique, alors qui sont plus insidieuses, qui relèvent des réformes managériales de l'université, qui relèvent du néolibéralisme, qui étale son empire dans le monde de la recherche, et qui, en fait, à travers le perish or publish, donc il faut publier, sinon on disparaît du champ,
donc ces injonctions à publier, à surpublier, face aux injonctions bureaucratiques à organiser, à gérer des diplômes comme on gère une entreprise, face aussi à la recherche sur projet, on voit une diminution en fait, de l'autonomie intellectuelle. Et tout ça contribue en fait, à rendre les universitaires en fait, beaucoup plus fragiles, beaucoup plus vulnérables aux attaques de type idéologique et politique. C'est la raison pour laquelle il faut les penser ensemble. Il y a une sorte de triangulation entre la politique, l'université et le marché, d'une certaine manière. Et on le voit très bien. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'Europe centrale. Cédric Pellen, qui est présent ici aussi, puisqu'on a travaillé ensemble pendant plusieurs années en Pologne. En fait, en Europe centrale, pour vous donner un exemple, Viktor Orban, il a réformé l'université hongroise en accordant à des fondations dirigées par des proches du pouvoir le soin de gérer financièrement et pédagogiquement les universités, d'une part, et puis d'autre part, il a détruit l'Académie hongroise des sciences au nom de sa mise à niveau en termes de compétitivité, d'intégration internationale et d'entrée dans le marché du savoir européen, le marché de la connaissance européenne. Mais au nom, en fait, de cette amélioration générale, il a intégré des critères politiques pour l'accès aux subventions. Si bien que les instituts, par exemple, d'histoire critique de la Hongrie ont été en fait, asphyxiés, faute de subventions, alors que des nouveaux instituts sont apparus, dirigés par des pseudo-universitaires et qui ont eu beaucoup d'argent et qui ont pu comme ça développer la recherche en réalité en uniforme, comme on disait au XIXe siècle, c'est-à-dire une histoire extrêmement politique, extrêmement favorable au pouvoir. Donc ces atteintes à la liberté académique dépassent désormais la frontière entre régime autoritaire et régime démocratique. Ça, c'est évident. Et si on prend le cas de la France, il est clair que dans les baromètres internationaux, la France apparaît quand même encore. Elle est dans le haut du pavé. Elle a l'un des meilleurs résultats en Europe et dans le monde, sauf que nous, on perçoit tout de même des dégradations. Alors, dégradation économique, précarisation. Il y a toute une série d'éléments sur lesquels je ne reviens pas, mais qu'on pourra évoquer dans le débat, mais autour des procédures Bayon, je sais que ça concerne les journalistes, mais ça concerne aussi des universitaires. Les menaces de la RGPD aussi, le règlement général sur la protection des données, qui fait que en fait, chaque enquêté doit donner son consentement. Et on a eu, par exemple, des thèses attaquées par des enquêtés qui disaient qu'ils ne voulaient pas que leurs données personnelles soient présentes, même à titre d'anonyme, même à titre anonyme. Et donc ça pose quand même un vrai problème pour l'accès à la recherche. Et ce qui est plus grave, je ne fais que citer, parce que j'ai déjà été trop long, mais on y reviendra certainement, c'est ce que j'appelle le moment Gaza. C'est-à-dire que depuis plusieurs années en France, vous avez eu une série d'attaques contre ce qu'on appelle le wokisme, l'islamo-gauchisme, la cancel culture, qui sont en fait des approximations exagérées de phénomènes dont il y a évidemment quelques indices, mais qui sont soit marginaux, soit très largement gérés en interne par la communauté académique qui, encore une fois, s'autorégule. On a même, nous, un conseil de discipline dans les universités. C'est notre juridiction interne, en quelque sorte, qui, en fait qu'on doit pouvoir réguler la production du savoir et sa diffusion sans passer par les tribunaux et sans passer non plus par le tribunal de l'opinion publique, médié par des acteurs politiques sans scrupules. Parce que c'est ça, en fait, ce qui se passe en ce moment. Et donc, on a vu ces atteintes de type idéologique se démultiplier, se renforcer depuis 2023. Je pourrais vous donner une série d'exemples, mais je n'ai pas le temps. En donnant juste une indication qui me semble être très, très significative, c'est d'un côté, de plus en plus de poursuites judiciaires pour apologie du terrorisme contre des universitaires au même titre que syndicalistes, etc., mais aussi des logiques de production de la norme, et donc des initiatives législatives, ou bien c'est aussi de la soft law par des circulaires ministérielles qui visent à encadrer davantage le travail universitaire et en fait à restreindre de plus en plus le champ de nos libertés. Et la dernière, évidemment, incarnation de ce mouvement de juridicisation liberticide, c'est la loi Yadan, dont on parle aujourd'hui et sur lesquelles on reviendra peut-être dans le débat tout à l'heure. Donc, premier temps assez sombre en demi-teinte. On voit un certain nombre de libertés reculer. C'est ce que je ressens en creux de vos propos. Si on essaye maintenant de faire le lien porté dans le titre de la table ronde, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire un lien justement entre les libertés académiques, celles des journalistes, celles des citoyens? Qu'est-ce qu'il faudrait envisager de mettre en commun pour essayer d'avancer vers la défense de ces libertés? Vous avez évoqué tous les deux des baromètres, mais au-delà de la mesure des situations, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors là...
Qui veut commencer? Il faut bien voir en matière technologique, et je me permets d'aborder et de répondre par cet angle, puisque pas un d'entre nous n'est sans connexion. Quelqu'un qui n'aurait pas de mobile dans cette salle serait un suspect. Je crois que c'est Michel Audiard qui qualifiait les piétons à Los Angeles comme tels. Plus sérieusement, on voit bien l'émergence des solutions d'intelligence artificielle, dont d'ailleurs un de nos concitoyens sur 10 les utilise au quotidien pour s'informer prioritairement. C'est ce qui relève une étude que l'on a faite avec Opinionway. Alors 1 sur 10, vous allez me dire, c'est pas beaucoup, mais vous le projetez en volume, ça fait tout de suite 4 millions de Français âgés de plus de 18 ans, et dont la grande majorité déclare avoir une confiance un peu plus forte qu'ils ne l'ont dans les rédactions des journaux qu'ils consultent habituellement. Parce qu'il y a une confiance forte dans la technologie. Ce sont des biais que l'on connaît et qui sont parfaitement partagés désormais. Mais aussi parce que ce Français sur 10 qui arrive parmi les premiers a conscience d'être le premier et donc finit par se convaincre que c'est bien là où il faut être. En matière de rupture technologique, à travers l'histoire des médias, il y a toujours eu une forme d'emballement et qui finit par se lisser ensuite. Il faut bien voir que sans savoir académique, sans témoignage journalistique, ces IA ne fonctionnent pas. Ou en tout cas, elles vont fonctionner avec des choses qui ne seront pas les plus représentatives de l'humanité. Parce qu'aujourd'hui, vous avez en quelque sorte la bibliothèque d'Alexandrie qui est accessible, mais sa valeur est avant tout celle de ceux qui ont contribué de manière la plus fine. Et c'est une nécessité pour des pays que d'y être, mais c'est aussi un impératif que de rémunérer ceux qui ont contribué, et c'est bien toute la difficulté du débat que l'on est en train de connaître. Parce que si vous retirez demain les articles de journaux, des thèses et rapports, est-ce que 20 ans de Skyblog sera suffisamment représentatif des 20 dernières années de notre pays ? Je ne dis pas que tout est à jeter, mais néanmoins, ça ne me paraît pas complètement satisfaisant. Et donc, il y a bien cet enjeu de rémunération dans un premier temps. Et la rémunération ne peut pas consister uniquement, me semble-t-il, à dire à des géants de la tech, messieurs, vous ne passerez pas, mais si vous pouviez nous aider, ça serait sympathique. Je ne trouve pas ça complètement valorisant. D'où la nécessité de s'équiper, de se doter de technologies qui permettront demain de mieux valoriser des savoirs, des contenus, des photographies, des textes également. On est dans un pays qui a encore de la recherche sur ces sujets, parmi les meilleurs au monde. Je pense au laboratoire de l'INRIA, en particulier à Rennes, sur ce qu'on appelle le watermarking, la similarité en particulier. Alors, comme on est sur des modèles ouverts, ça sera un peu plus long, effectivement, à mettre en œuvre, mais je pense que ce sont des voies à suivre. Ça, c'est le premier point sur la rémunération. Ensuite, je pense qu'il y a effectivement, pour un continent comme le nôtre, un devoir de voir dans quelle mesure on ne peut pas devenir cette terre d'asile des chercheurs, mais aussi en matière technologique. Il aurait été bien d'avoir un débat sur le fait de savoir si un continent comme le nôtre pouvait se mettre en situation d'accueillir un géant comme Anthropic, par exemple, dès lors qu'il n'adhérait plus au modèle dans lequel on souhaitait le mettre comme dans un entonnoir aux États-Unis. Et de reprendre par là même peut-être une dynamique dans les solutions d'intelligence artificielle. C'est le deuxième point. Et il y a un troisième point sur les vigies que vous êtes, quand je dis vous, les journalistes, les chercheurs, et dont on a besoin dans ce vaste océan du numérique. À qui est-ce qu'on se raccroche et à qui on a confiance? Et donc comment on fait émerger ces tiers de confiance?
à un moment où l'État est désargenté, à un moment où ceux qui emploient toutes les professions que je viens de citer sont aussi désargentés, parce que c'est vrai que vouloir devenir journaliste ou chercheur, je voyais tous les jeunes tout à l'heure dans la salle à côté, c'est quand même faire vœu de pauvreté. Alors, on ne va pas aller leur dire comme ça pour pas les décourager, mais néanmoins, il y a bien ce nerf d'une guerre à gagner. Et quand je parle de vigie et d'intermédiaire, c'est qu'en matière technologique, aujourd'hui, il y a une zone grise dans laquelle on pourrait aller embarquer des professeurs de droit qui sont peut-être en retraite, d'anciens avocats, d'anciens journalistes, pour constituer ce corps volontaire des vigies du numérique et aider les citoyens d'un côté, mais aider aussi des plateformes qui peuvent parfois se retourner et ne pas avoir beaucoup de réponses à leurs questions. Donc votre première réponse, c'est une réponse de vigilance sur le secteur numérique. On peut peut-être remarquer qu'il y a déjà des initiatives. Il y a une initiative notamment de professeurs de droit qui ont formé un média qui s'appelle Les Surligneurs, qui veille dans l'actualité à essayer de repérer les informations un peu fausses avec le regard du droit. Mais est-ce qu'on peut essayer de penser à d'autres solutions, notamment du côté de l'académie et du côté aussi des journalistes? Qu'est-ce que RSF et des enseignants-chercheurs pourraient avoir à se dire pour se rencontrer? Alors déjà, je suis ravi de cette conversation qu'on est en train d'avoir. Et je suis très intéressé par les propos qu'a tenu Jérôme, parce que pour moi, effectivement, en tant que citoyen, mais aussi en tant que défenseur du journalisme, je trouve qu'il y a cause commune à faire, à bien des égards, avec le monde académique. Dans les deux discours qu'on a tenus d'ailleurs consécutivement, il y avait des points communs évidents sur les espaces où peut subsister encore aujourd'hui, heureusement, des libertés qui sont fort appréciables. Sur les menaces aussi. Et je crois que plus généralement, on assiste. Alors moi, je suis pas trop d'accord avec mélanger la conversation sur toutes les libertés. Le monde syndical ou le monde associatif sont des sujets qui me préoccupent. Mais le point commun entre la liberté d'expression, la liberté de la presse et la liberté académique, c'est aussi ce que les Américains appellent policing speech, la question du discours et de comment il est possible dans le débat public, dans la communauté citoyenne. Et c'est vrai qu'on assiste en ce moment à une remise en cause de ce qui peut être perçu trop souvent comme des paroles d'autorité, alors qu'elles sont essentiellement, de mon point de vue, le fruit d'une méthode qui a ses défauts, qui a ses failles évidemment, mais qui a aussi sa force. Donc je pense que c'est important qu'on nourrisse ce dialogue-là, et je pense qu'effectivement, ça fait plusieurs fois moi que j'ai été contacté par des universitaires, et je les renverrai désormais vers Jérôme, qui me dit il nous faudrait un RSF du monde académique, et je pense que c'est tout à fait juste. Il faut dialoguer, il faut opérer une convergence, mais il faut vraiment faire attention à ne pas justement être dans le confusionnisme. Et c'est pour ça que je voulais être sur les définitions très claires. Le problème aujourd'hui, par exemple, de la liberté de la presse, c'est qu'elle est trop souvent confondue avec la liberté d'expression. C'est d'ailleurs quelque chose que je corrige perpétuellement de la part d'un certain nombre de mes interlocuteurs qui disent on ne peut plus rien dire, etc. Mais le propre du journalisme ou de l'activité journalistique, que ce soit d'ailleurs une profession ou une mission sociale, c'est précisément de s'appuyer sur une méthode, sur une déontologie, d'avoir une liberté et une responsabilité, des droits et des devoirs qui sont très clairement édictés par des textes déontologiques et éthiques qui sont des textes de référence. Donc il y a une tentation aujourd'hui d'opposer les libertés, notamment la liberté de la presse et la liberté d'expression. C'est la tactique aujourd'hui de Donald Trump qui ne nous parle que de free speech. Et je me permettrai d'employer ce terme plutôt que liberté d'expression, qui me paraît un terme beaucoup plus noble. Free speech à la Trump, c'est un travestissement de la liberté d'expression, employé contre, instrumentalisé contre des paroles qui, elles, sont issues d'une forme de liberté et de responsabilité. Je tiens à souligner que ce mouvement américain est tout à fait nouveau. Il date des années 80, c'est-à-dire c'est relativement jeune sur l'histoire de la République américaine. Ne prenons pas trop au sérieux, de grâce, les discours qui nous viennent à la fois de ce monsieur qui s'affiche avec le lapin de Pâques pour menacer la terre entière, mais aussi de la part d'une société qui a connu à la fois le premier amendement dès 1791, qui est un texte très clair,
qui affirme le primat de la liberté de la presse, de la liberté d'expression, mais qui a aussi connu dès 1798 le Sedition Act, qui est un acte très dur pour réprimer le discours au sein de la Nouvelle République américaine, qui a connu en 1918 l'Espionnage Act, qui a été employé dès les années 20 et dans la suite pour réprimer notamment jusqu'à la pratique de Julian Assange, qui a connu le McCarthyisme, etc. Je ne vais pas faire un discours anti-américain. Ce que je veux dire, c'est que la tradition américaine n'est pas ce que Donald Trump prétend. Il y a aux États-Unis un combat jurisprudentiel très puissant, à la fois pour encadrer le discours, mais aussi pour promouvoir une presse libre. Et parmi les plus grands penseurs de la liberté d'expression aux États-Unis, vous avez des gens qui expliquent que le free speech, ce n'est pas le droit de dire tout et n'importe quoi, c'est le droit de contribuer de façon intelligente à la vie de la communauté citoyenne. Quand on voit ce que c'est devenu, et quand on voit à quel point le free speech est instrumentalisé pour tout, je pense qu'il y a de quoi courir aux abris. Le free speech, ça sert aujourd'hui à quoi? Ça sert à dire que le président de la République américaine a le droit de cracher sur les journalistes, a le droit d'inciter à la violence contre les journalistes parce qu'ils seraient des personnages malfaisants qui défendent une élite. Ça sert à définancer les médias internationaux et nationaux américains. Ça sert à déréguler le monde numérique qui, franchement, n'est pas trop régulé de mon point de vue. Ça sert également aussi à déclencher une sorte d'allégeance politique de la part de leaders à travers le monde qui font aujourd'hui le choix délibéré de se rallier à cette vision free speech. Donc je pense que c'est vraiment important d'être très clair là-dessus. Donc oui, dialoguons plus, oui, convergeons quand on peut, soyons très clairs sur ce que signifie chacune de ces libertés, ne tombons pas dans le piège qui vise à les opposer. On a le droit d'avoir une élection avec un débat public avant et un état de droit après. On a le droit d'avoir la liberté de la presse, la liberté académique et la liberté d'expression. Et rien de tout cela n'est incompatible. Et tous ceux qui essaieront de vous faire croire que vous devez choisir entre l'un et l'autre ou l'autre, est en train de vous pigeonner. Et je pense que c'est très important d'être hyper clair là-dessus. Je vois que tu veux réagir. Peut-être qu'on peut ajouter aussi aux libertés qui sont menacées aux États-Unis, celle des académiques, qui ne peuvent plus utiliser certains mots pour faire des recherches. Donc ça va dans le même sens. Tu voulais réagir? Oui, non, mais en allant dans le même sens, là, il y a évidemment une vraie convergence et c'est quand même formidable. Je voudrais revenir quand même sur ce qui fait non pas l'identité, parce que nous ne sommes pas identiques. On fait un métier très différent, mais on travaille sur des objets souvent très proches. Mais sur ce qui rapproche en fait les universitaires et chercheurs, ça inclut les chercheurs bien évidemment, chercheurs, anciens chercheurs d'un côté, journalistes de l'autre, qui d'ailleurs recouvrent souvent des formes d'expression très diverses ou des positions très diverses entre l'éditorialiste, le rubricard, c'est ça, le journaliste de terrain. Il y a toute une série en fait, il y a une palette d'expressions possibles et de formats possibles. C'est pareil chez nous. Et ce que je crois être quand même un élément commun, c'est un attachement viscéral à l'indépendance, qui est une condition de la qualité de ce qu'on peut produire. Je crois qu'il y a un autre point commun, mais j'aimerais approfondir cette réflexion pour savoir si on voit les choses de la même manière, ce qui n'est pas sûr, parce que nous-mêmes, on est très divisés. C'est un rapport un peu ambivalent à la loi. Alors, on respecte la loi, c'est pas ça que je veux dire. Mais un rapport ambivalent à la régulation par la loi. Voilà. De notre pratique. Alors, moi, il se trouve que j'ai enseigné, j'ai été enseigné, j'enseigne à l'IPJ, mais j'ai eu des cours d'histoire de journalisme, puis m'arrivait non pas d'en donner, mais de faire référence un peu à ça dans des cours sur le 19e siècle, 20e siècle notamment, et sur l'autonomisation réciproque du métier de journaliste, du métier d'homme politique à l'époque, où on voit bien que ça s'est fait par accident. À la suite de scandales, on a juridicisé un peu plus la profession. Et alors, d'un côté, c'est important d'avoir des choses claires inscrites dans des codes, mais parfois, ça produit justement des effets qui ne sont pas forcément des effets toujours tout à fait vertueux. Par exemple, il y a tout un débat en France aujourd'hui sur la possibilité de constitutionnaliser la liberté académique. C'est une proposition de loi sénatoriale qui est en cours de discussion, par exemple. Alors certains chercheurs sont pour, en disant bah oui, bien sûr, on va l'inscrire dans le marbre, donc c'est formidable. Moi, je connais bien la Tunisie, c'est aussi dans la Constitution et c'est pas du tout respecté. Et là, le problème, c'est qu'en cas, par exemple, d'arrivée d'extrême droite au pouvoir, on peut imaginer une surpolitisation du Conseil constitutionnel. Et en fait, on va laisser à un magistrat du Conseil constitutionnel le soin de dire ce qu'est la liberté académique et quand elle est ou non respectée. Donc,
on a un petit problème aussi dans cette idée de remettre à des tiers, et notamment des tiers judiciaires, le soin de décider ce que nous, on entend par liberté académique, et on tient beaucoup à notre autogestion. Donc voilà, ça c'est un sujet de débat qui mériterait d'être approfondi. En tout cas, il y a des préoccupations vraiment très largement communes. Par exemple, je fais partie de l'OALA, Observatoire des atteintes à la liberté académique, qui est un tout petit organisme qui dépend de l'Association française de sociologie et de celle de sciences politiques. Donc c'est vraiment tout petit. Mais puisqu'on il n'y en a pas beaucoup des associations comme ça, donc on essaie de s'exprimer un maximum, on fait du plaidoyer. Et le rapport Balme, du nom de cette collègue de sciences politiques de Sciences Po, Stéphanie Balme, qui a rendu un rapport l'année dernière sur la liberté académique pour France Université, a intégré une partie des préoccupations de l'OALA dans son rapport. Et puis en fait, tout ceci s'est retrouvé, pas tout, mais une partie en tout cas des propositions, dans une autre proposition de loi actuellement en discussion au Sénat, la proposition de loi du sénateur socialiste Ziane. Et donc toute une série de revendications, dont l'une, et en partage avec vous, c'est le secret des sources, le respect du secret des sources. Voilà. Nous, on n'est pas protégés. Et pourtant, parfois, on fait des entretiens avec des hommes politiques, des insurgés, des gens qui peuvent être éventuellement poursuivis, des djihadistes, etc. Donc, on demande ça. Bon. Mais on est quand même un petit peu inquiet. Pourquoi ? Parce que plus on juridifie, plus on met dans le droit, par exemple, plus on fait tomber des jurisprudences. Et donc, il faut tout réinventer, etc. Je crois aussi qu'on n'est pas seulement deux professions qui avançons de manière parallèle. Nous sommes de plus en plus dans des croisements multiples. D'abord, maintenant, les écoles de journalisme, vous savez, sont masterisées, donc il y a des enseignements d'universitaires. Mais quand on ouvre un journal, on voit qu'il y a beaucoup d'universitaires qui sont sollicités tous les jours, et puis on répond très fréquemment à des sollicitations. Donc il y a un besoin pour les journalistes d'une recherche qui soit de qualité et donc libre. Et nous, on a besoin aussi, surtout quand on aborde un terrain, d'avoir accès à une presse de qualité et dont le travail a été fait dans les meilleures conditions pour qu'on puisse en faire notre miel, parce que les universitaires utilisent beaucoup la presse aussi comme source, une des sources mobilisées. Nous avons une perception très similaire des menaces. Alors, on arrive à cartographier très facilement ensemble les menaces qui viennent de l'extrême droite, peut-être un petit peu moins de celles qui viennent de ce que parfois on appelle l'extrême centre. C'est-à-dire, là je fais référence encore une fois à la loi Yadan, une volonté de lutter, et c'est bien normal, on est tous d'accord pour lutter contre l'antisémitisme, toutes les formes de racisme, ça, je pense que personne dans cette salle ne sera opposé à cette idée, mais sous couvert de cet objectif noble, en fait on fait passer un durcissement du code pénal qui peut aboutir non seulement à une restriction de la liberté d'expression, mais aussi de la liberté académique, voire la liberté de la presse d'ailleurs, et à des poursuites pour juste avoir exprimé dans un tweet telle ou telle idée. Alors comment agir ? Moi je pense qu'il faut continuer d'être vigilant, bien sûr. Il faut essayer d'inverser la logique qu'on a exposée tout à l'heure, et notamment les pressions économiques sur nos domaines respectifs. Donc la précarisation du métier de journaliste, du métier d'universitaire. En fait, il faudrait inverser cette tendance aussi pour qu'on soit réarmé de manière statutaire, renforcer le poids symbolique de nos métiers dans la société de manière plus générale, pour qu'on soit en fait beaucoup plus fort, pour pouvoir se défendre lorsqu'il y a des attaques de type politique ou illibéral. Nous avons beaucoup à apprendre des formes de mobilisation comme Reporters sans frontières. Donc ça fait des années que j'achète chaque année voilà. Mais alors peut-être qu'un jour le grand public achètera chaque année un magazine avec quelques papiers d'universitaires dans une revue en ligne, par exemple, grand public. Bon, je ne sais pas, peut-être que ça arrivera, mais on a beaucoup à apprendre de ce mode de mobilisation. Alors nous n'avons pas accès aux médias directement. C'est un peu notre limite, c'est-à-dire que les journalistes ont quand même une caisse de résonance dont ils sont quasi propriétaires. Nous, il faut toujours qu'on passe par des intermédiaires pour accéder au grand public. Par contre, on a des atouts, parce qu'on a accès quand même pas mal, encore que pas moins que les journalistes, à l'édition, mais surtout aux étudiants. Alors, c'est pas notre chasse gardée du tout, loin de là, mais en tout cas, on a des atouts, et ce serait intéressant de mettre en commun en fait l'ensemble de ces atouts pour avancer ensemble et pour compenser le déficit de notoriété de la liberté académique, qui est quand même encore très très peu connu, même si on se félicite que la presse en fait rende compte, par exemple, des index, des menaces, des atteintes. Il y a de plus en plus de papiers dans la presse sur des atteintes à la liberté académique, et ça vraiment c'est tout à fait positif. Peut-être un mot pour dire que le grand public doit être notre cible principale.
la vôtre comme la nôtre. Pourquoi ? Parce que depuis que la liberté académique, comme la liberté de la presse, est devenue un enjeu public, un objet de consensus et de controverse, alors on en parle parfois le dimanche, lors du dîner, du déjeuner familial, et ça peut devenir un enjeu des élections, un enjeu électoral. Enfin, quand quelqu'un comme Monsieur Larcher, qui n'a jamais mis les pieds dans une université, nous parle des dérives wokistes à l'université, c'est que là, il y a un problème. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on se réempare de ça, ou bien qu'on donne notre avis, hein, parce que y a beaucoup de gens qui écoutent M. Larcher, et tous ceux qui, dans le débat public, passent leur temps, en fait, à envoyer des pics et à disqualifier le travail intellectuel, le travail académique. Enfin, il y a une espèce d'anti-intellectualisme, dont une partie de la presse, évidemment, pas celle de qualité, en fait, favorise très largement et donne un écho considérable aussi à ces attaques contre nos libertés. Ensuite, parce que la liberté de tous et de chacun, donc les libertés civiles et politiques de tous les citoyens, dépendent de la liberté de la presse, parce que le droit d'être bien informé, ça me semble être quand même une liberté importante, un droit important, et de la liberté académique, évidemment. Et le faire comprendre est d'autant plus difficile qu'il faut convaincre le grand public de sanctuariser des libertés dont il ne jouit pas lui-même directement, ce qui est d'autant plus compliqué dans un contexte où ses propres droits au grand public, des droits élémentaires à une vie digne, ne sont pas toujours respectés, avec la précarisation qui ne touche pas que nos milieux, hein, qui touche la société en général. Donc c'est un grand défi, et c'est un défi extrêmement difficile évidemment à tenir, à relever, et c'est d'autant plus difficile qu'on voit justement se démultiplier ces critiques anti-intellectuelles sur l'université. Pourtant, on a plein d'arguments. Hein. Plein d'arguments. Alors là, je sais que, voilà, en quête de vérité, alors on sait que la vérité est un peu tombée de son piédestal, hein, au moins depuis Nietzsche, et toute une série d'auteurs qui ont un peu déconstruit cette notion de vérité. Bon, très bien. Mais néanmoins, hein, la recherche d'un discours... un discours vrai, enfin voilà, quelque chose qui puisse avoir une certaine pertinence sur le monde social reste un objectif commun, et il faut essayer de convaincre le plus grand nombre que c'est tout à fait important de continuer dans cette voie, que la science, comme le journalisme, contribue à ce qu'on appelait jadis la vérité, que l'objectif est quand même d'améliorer la vie, au moins la vie morale, mais aussi la vie sociale et économique des citoyens, que les chercheurs comme les journalistes ont des préoccupations sociales et civiques. Ce ne sont pas simplement des analystes en chambre, voilà, ce sont des gens aussi qui sont engagés dans la vie sociale. C'est vrai que la liberté académique est souvent présentée comme élitiste. L'université, souvent, c'est vrai, a ce défaut d'être élitiste, et tout le monde y participe, les chercheurs participent de ça, mais c'est oublier que s'il y a quelques conseillers du prince, la plupart des chercheurs, en réalité, passent leur temps et s'engagent toute leur vie à parler de la population, de ses problèmes, de ses difficultés. Toute l'œuvre de Pierre Bourdieu, par exemple, pour prendre un exemple, mais parmi tant d'autres, c'est de montrer quelles sont les logiques qui pèsent sur le monde social en matière d'inégalité, ce qu'il appelait lui la domination. Donc, c'est donc aussi un instrument de libération. Et je crois que c'est important de revenir aussi à dire des choses comme ça. Peut-être même d'aller jusqu'à citer Jacques Derrida, qui évoquait cette université sans condition. L'université sans condition, c'est une université où on peut tout penser, y compris l'université et ses limites, et on peut tout déconstruire, y compris l'idée même de déconstruction. En fait, c'est peut-être excessif, mais en réalité, ça manque beaucoup dans le débat actuel. L'autre jour, excusez-moi d'insister là-dessus, mais je donnais un cours il y a 3 jours sur la dynamique génocidaire. Dans un cours avec des éléments juridiques, historiques, factuels, analytiques, etc. Quelque chose de banal. Le sujet n'est pas banal, mais la manière dont je le traite, c'est banal. Une étudiante est venue me voir à la fin en pleurant, en me disant « Monsieur, je voulais vous dire que ça m'a ému, que vous parliez de cela, et la manière dont vous en parliez. » Je dis « Mais pourquoi ?» Il dit « Parce qu'en fait, on se sent tellement corseté intellectuellement, de part en part, par les médias, par parfois d'autres enseignants, parce qu'il y a une parole publique en réalité, il y a une critique aussi, voilà, une parole critique qui disparaît. Et lorsqu'elle s'exprime, elle est tout de suite disqualifiée, brocardée. On dit « Ah, il est antisémite, il est ceci, il est cela ». En fait, voilà pourquoi la liberté de la presse et la liberté académique ont encore beaucoup de choses doivent encore être défendues et promues. Peut-être avant de vous laisser réagir, une petite digression. On a été récemment reçu
au sein de la commission à l'oncle. Hein. Tu faisais partie des personnes mandatées par la CEJ pour répondre à la question de la place de la formation des journalistes. Et il faut faire attention aussi avec la question de la mobilisation des publics étudiants, parce que la critique qui a été opposée, enfin en tout cas la question sous-jacente, hein, tu m'arrêtes si j'ai mal compris, qui était adressée aux écoles de journalisme, c'était de lieux de formation idéologique. Et ça rejoint tout à fait ce que tu viens de dire. Voilà. Peut-être des réactions par rapport à ce plaidoyer. Non, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je ne voudrais pas que vous ayez l'impression d'assister à du speed dating, mais je suis tout à fait d'accord avec Jérôme sur bien des points. Et le miracle de RSF qu'il ne faut pas sous-estimer, moi je le mesure tous les jours en tant que directeur général, c'est que oui, on parle aux médias de problèmes médiatiques, mais on vise le grand public avant tout. Et c'est vrai que le grand public, il est essentiel. Et pour ceux qui sont venus aux 40 ans de Reporters sans frontières, on avait plus de 2000 personnes, dont la majorité me semblait, à vue de nez, avoir moins de 40 ans et n'étaient pas journalistes. Et je pense qu'il faut qu'on invente, alors pour le monde académique, je ne répondrai pas, mais pour la presse, la possibilité de défendre la liberté de la presse vis-à-vis de gens qui n'ont jamais connu la presse au sens où on l'entend. Et je récuse d'ailleurs le terme, je me permets de le faire, liberté d'informer, qui est un terme un peu ambigu, qui renvoie d'ailleurs à ce qu'on appelle les Freedom of Information Act, la possibilité d'accéder à une information. Le terme que nous défendons, c'est la liberté de la presse et son corollaire, le droit des citoyens à l'information fiable. Je ne crois pas que la liberté de la presse, c'est un droit de l'homme. En tout cas, le droit à l'information fiable l'est de toute évidence, puisque c'est un droit qui concerne tous les citoyens. Alors, évidemment, une organisation comme RSF, qui a été fondée, comme son nom l'indique, dans le pic du mouvement sans frontiériste des années 80, vise à créer de la solidarité internationale, vise à défendre un idéal de liberté qui parfois a pu être un peu libertaire, c'est sûr. Et je crois qu'on a fait du chemin intellectuellement, et je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par Jérôme sur l'ambivalence vis-à-vis du cadre dans lequel le journalisme doit travailler. Nous, notre préférence, c'est l'autorégulation, de toute évidence. Nous avons la possibilité de travailler dans près de 180 pays du monde. Vaut mieux l'autorégulation qu'une législation sévère. Vaut mieux une identification par les médias eux-mêmes de leur déontologie, de qui ils sont, plutôt que ce soit laissé à un ministère de la culture ou des médias qui va avoir tendance à avoir un regard biaisé. Donc l'autorégulation reste ce que nous favorisons au mieux, mais force est de reconnaître que ça n'existe pas dans tous les pays et que nous devons aussi nous tourner vers la régulation et parfois vers la législation. Donc voilà, nous avons fait du chemin, je tiens à le dire, et je suis tout à fait d'accord aussi avec ce qui a été dit sur la jurisprudence. Parfois, vaut mieux une bonne jurisprudence non détricotable par une loi. C'est le sens du combat de Reporters sans frontières pour la régulation des médias auprès de l'Arcom et du Conseil d'État. C'est quelque chose qui est plus solide aujourd'hui qu'une législation. C'est pour ça que dans les actions que nous privilégions pour obtenir du changement, il y a le contentieux stratégique. L'action juridique est aujourd'hui un grand secours pour obtenir un changement effectif et durable. Peut-être une réaction ? Bien sûr. Alors effectivement, je pense également qu'il faut résister à la tentation de la législation excessive, au risque d'amoindrir la législation existante. Je parlais tout à l'heure de la loi sur la liberté de la presse de 1881, qui est sacrée dans notre pays, pratiquement autant que celle sur la séparation de l'Église et de l'État, qui est un peu plus récente d'ailleurs. Mais au-delà, si vous relégiférez à chaque fois qu'il y a un nouvel incident, effectivement, vous amoindrissez la loi qui peut être parfaitement efficace et efficiente aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est celui que vous soulignez tout à l'heure sur le RGPD. Qui aujourd'hui fait que effectivement la liberté est moindre dans l'espace numérique qu'elle ne l'est dans l'espace physique. Je vais prendre un exemple. Si en traversant tout à l'heure, je me fais écraser, de l'exemple par une voiture, mon corps est prétendument donné à la science, en tout cas à certains de mes organes, sans même que me demander mon avis ni celui de ma famille, si de mon vivant, je n'ai pas dit ce qu'il fallait en faire. Là où effectivement dans le numérique demain on va être on n'est pas loin d'avoir une majorité au Parlement européen sur ce genre de sujet, un consentement qui devrait être donné au préalable pour que ces données puissent être utilisées à des fins de recherche et de manière
anonyme. Et donc, effectivement, on ne se donne aucune chance d'être dans une course mondiale face à des continents qui n'ont pas les mêmes scrupules, loin s'en faut. On était en Inde récemment avec une délégation d'Avila Numéris. Autant vous dire qu'en matière de santé, ils sont loin devant, ne serait-ce que parce qu'ils n'ont même pas le début d'un scrupule. Alors moi, je ne dis pas qu'il faut abandonner tout scrupule, mais je pense qu'il faut veiller dans l'application législative des textes. Ça, c'est le premier point. Et ces textes ne doivent s'appliquer qu'aux êtres humains. Pour faire simple, il n'y a pas de liberté pour les robots et pour les IA génératives qui pourraient faire parfois de bons chercheurs, mais néanmoins, ce n'est pas une liberté qu'elles ont. Pareil pour la presse et pareil pour les systèmes de modération tels qu'on peut les connaître dans les grandes plateformes de réseaux sociaux. Alors peut-être qu'avant de laisser la parole à quelques questions dans la salle, je voyais Thibault qui réagissait par écrit. Est-ce que c'est quelque chose que vous vouliez ajouter ? Non, mais enfin, je l'ai évoqué de façon implicite, et je pense que c'est quelque chose qui est important qu'on mentionne dans le débat, c'est qu'il y a une sorte de summa divisio, il y a une représentation qu'on se fait de la liberté que les Américains théorisent par freedom from et freedom to. Et effectivement, une certaine approche de la liberté consiste à se dire que c'est une liberté contre l'État, par exemple, être en dehors de la main de l'État. Et la vision de Reporters sans frontières, elle est à la fois dans le freedom from, mais aussi le freedom to, la possibilité de conduire son action en tant que journaliste dans l'intérêt général. Et je pense que c'est important d'avoir cette gymnastique intellectuelle qui donne de la saveur, je dirais, à nos libertés, qu'elle soit à la fois une liberté qui empêche l'interférence, mais qui permet aussi l'action. Et je crois qu'une liberté qui serait juste être laissée dans son coin, être limitée dans ses capacités, ce n'est pas le sens de la liberté de la presse, qui est avant tout un outil d'émancipation des citoyens et de capacité de création d'une opinion libre et éclairée. Donc je pense que je voulais juste rajouter ça parce que c'est une notion qu'on n'avait pas évoquée, freedom from et freedom to. De grâce, gardons les deux également. Alors là, on me fait signe qu'avant de laisser la parole à la salle, il y a encore une petite remarque. Non, mais c'est juste un ajout à l'ajout. Parce que parfois, c'est justement freedom to, freedom from, c'est un peu faussement traduit par liberté positive, liberté négative, mais je suis tout à fait d'accord et je voulais insister sur le fait qu'il faut à la fois défendre absolument nos libertés académiques, journalistiques, etc., mais aussi promouvoir, un peu comme liberté positive, c'est formidable instrument qu'est la pensée, la connaissance, la production de connaissances, la diffusion de connaissances. C'est quand même quelque chose qui est absolument fondamental. Il en va de même, évidemment, de ce qui concerne la presse. Alors, c'est le moment de vos questions. Est-ce qu'il y a un micro qui peut circuler ? Je ne sais pas du tout. On peut... Si, il y en a un là. Voilà. Des questions. Il faut peut-être allumer le micro. Je crois qu'il est éteint. Non. Il faut l'allumer. Oui. Oui, merci beaucoup. Moi, j'ai une question en tant que... Voilà, je suis enseignante-chercheuse au QEJ, qui est à l'école de journalisme de Strasbourg. Et en fait, je me posais une question en vous écoutant par rapport à cette possible convergence des luttes académiques et journalistiques. Je me demande si un enjeu, c'est en fait en discutant avec les étudiants sur les questions de neutralité, d'objectivité. Je vois qu'il y a beaucoup de malentendus là-dessus et beaucoup d'étudiants en fait, qui me répondent « Mais madame, vous êtes très naïve, vous savez qu'il n'y a pas d'objectivité, il n'y a pas de neutralité, tout est situé. » Et effectivement, c'est un parcours qu'ont fait les sciences sociales vers une déconstruction des savoirs, effectivement, qui sont socialement situés, etc. Un parcours qu'a fait le journalisme en disant que toute prise de parole est située, du coup, un refus d'un objectivisme naïf qui me paraît tout à fait salutaire. Mais par quoi on le remplace ? Parce que du coup, on voit bien que la commission de Charles Arloncle, elle vise directement ce point, puisque tout est situé. Pourquoi, du coup, ça ne serait pas qu'un empilement d'opinions, mon opinion, ton opinion, les deux se valent. Et du coup, je me demande si un enjeu, ce n'est pas de repenser aussi de quelle vérité, effectivement, on est capable en tant qu'universitaire, en tant que journaliste,
qui ne sont pas, voilà, d'un point de vue objectivement neutre, mais comment on les justifie, et on justifie en fait leur validité, même au regard du grand public en fait. Moi, j'ai fait une partie de mes études aux États-Unis. Et il y avait un professeur du Washington Post qui me disait « Enlève tous tes adjectifs ». Je pense que j'avais une tradition française, il me faisait enlever mes adjectifs. Et il n'arrêtait pas de me dire « Mais tu vois, ça c'est neutre. Le petit garçon, enfin le garçon, pardon, je continue. Le garçon a été renversé par une voiture ». En fait, c'est un choix. Il y a des choix partout dans le journalisme. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut revenir de ce dogme de la neutralité qui est un petit peu tout de même dans le discours que tient Charles-Henri Aloncle, quand il le veut bien. Et par ailleurs, M. Aloncle opère une confusion entre deux visions de la neutralité. D'abord, ce dogme, je pense, largement dépassé de la neutralité journalistique. Et deuxièmement, la neutralité attendue d'acteurs du service public, qui est une notion, elle, qui est du droit commun du service public. Donc déjà, il n'y a rien qui va, si je puis dire, dans le postulat de départ de M. Aloncle. D'ailleurs, c'est pour ça que la majorité des auditions se passent mal, parce qu'on n'est même pas d'accord sur les définitions, et lui-même n'en fournit qu'assez peu. Mais je pense qu'effectivement, moi, je défends une vision qui serait plutôt celle de la transparence, plutôt que d'une neutralité supposée, d'une reconnaissance de sa pensée située et d'une affirmation de sa méthodologie, plutôt que d'essayer de faire croire, évidemment, qu'il n'y a pas des choix. Le journaliste, c'est sa force et sa noblesse, c'est sa grandeur, que de faire des choix perpétuellement. Choix de ce que l'on filme et de ce que l'on ne filme pas, de ce que l'on montre et ce que l'on ne montre pas, de quel sujet on fait et quel sujet on ne fait pas, de comment on le traite. Enfin, c'est normal. Sinon, on a besoin de caméras de vidéosurveillance. Je veux dire, c'est... Je peux ajouter un point. Excusez-moi juste. Non Rebondir là-dessus. C'est propos évidemment très intéressants. Merci à Valentina d'avoir posé la question parce que c'est évidemment tout à fait cardinal dans les écoles de journalisme aujourd'hui. La question, c'est, enfin voilà, on est un peu encalminé dans la déconstruction et j'avais envie de la faire. Voilà. On n'a pas forcément comment dirais-je, trouver encore aujourd'hui le moyen d'en faire quelque chose autre chose que de déconstruire et donc reconstruire derrière quelque chose qui tienne compte de ça. Donc j'entends tout à fait et j'aurais tendance à plus soir quand Thibault Brutin dit qu'en effet il vaut mieux une pensée qui accepte tout à fait d'être située et qui l'assume explicitement, et ça n'empêche pas de faire de l'excellent travail, notamment journalistique ou académique. Mais est-ce que, justement, puisqu'on parle beaucoup du grand public, le grand public aujourd'hui est en condition de recevoir un propos aussi élaboré? Je ne veux pas du tout être méprisant dans la phrase que j'articule là, mais voilà, est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose d'une déconnexion entre ce que le grand public que nous appelons de nos voeux est capable aujourd'hui de recevoir et le chemin intellectuel que nous avons fait tous ensemble pour arriver à l'idée de se dire qu'en effet, une pensée située est sans doute préférable. Merci. Je peux dire un mot ? Je pense qu'à l'heure de la massification de l'enseignement supérieur, oui, il en est capable. Et c'est même son droit. Si on dit au grand public qu'il y a une vérité, une seule, et il n'y a pas de discussion, je pense qu'on va se le mettre encore plus à dos. Et par contre, je pense que, si vous me permettez, j'ai le sentiment quand même que vous exagérez la gravité du problème. C'est-à-dire que, certes, la vérité, comme on l'entendait dans le passé, n'est plus tout à fait intangible. Mais on donne des cours de méthodologie, par exemple à nos étudiants, de méthodologie des sciences sociales en particulier, où on explique quel est un itinéraire de véridiction. Et on s'appuie sur Popper la plupart du temps. Qu'est-ce qu'un raisonnement ? Qu'est-ce qu'un énoncé vrai, considéré comme vrai? C'est un énoncé dont on sait comment il a été produit, en respectant un certain nombre de principes, de méthodes, justement, déontologie, etc., un minimum d'honnêteté intellectuelle. Il y a toujours une part de flou, il y a toujours une part de la matière empirique qui nous échappe, il y a toujours une part d'impossible d'accès. Il y a des choses qui sont impossibles d'accès. On n'accède pas à la conscience humaine quand on fait de la sociologie, par exemple. On ne sait pas tout à fait restituer des motifs d'action suffisamment précis pour expliquer l'action humaine, par exemple. Donc on ne sait pas si le petit garçon ne s'est pas jeté sous la voiture
aussi, même inconsciemment, parce qu'il s'est lui-même projeté vers la mort, on ne saura jamais. Mais à partir du moment où on utilise des outils éprouvés, sur lesquels il y a un consensus, ce consensus est toujours relatif, y compris sur les méthodes, mais il y a quand même un certain consensus. C'est une masse critique de gens qui disent que cet outil qu'elle entretient, non directive, retranscrit et analysé, cet outil a une certaine valeur méthodologique pour nous approcher d'un énoncé de véridiction, ou cette archive, cette manière dont on traite l'archive de manière quantitative, par exemple, oui, ça a une certaine valeur qualitative, alors on va pouvoir énoncer quelque chose. Et Popper nous disait, c'est la falsifiabilité d'un énoncé qui le rend vrai. Et jusqu'au moment où quelqu'un d'autre qui va utiliser une nouvelle technologie, par exemple, va peut-être déconstruire ma vérité. Mais la vérité, donc, elle n'est pas intangible, elle n'est pas éternelle, mais elle est quand même un élément de notre travail. Et donc, je ne pense pas que le problème soit si important que ça. Oui, vous pouvez répondre à vos étudiants que les universitaires comme les journalistes, à leur manière, de façon différente, avec des méthodes différentes, cherchent à dire le vrai. Voilà. Mais ce vrai, ce n'est pas le vrai que vous pouvez éventuellement avoir en tête. Hein. Ce n'est pas le vrai du dogme, ce n'est pas un dogme religieux, c'est un vrai qui est un vrai à tâtons, qui est un vrai peut-être un petit peu plus fragile, qui a une durée de vie... comme les réfrigérateurs, là, une obsolescence programmée. Voilà, une obsolescence programmée ou programmable, mais c'est déjà quelque chose et ça va déjà au-delà, plus loin que l'opinion. Voilà, l'opinion subjective. C'est pas l'opinion subjective. Ça renvoie à la phrase de, alors je ne sais même si c'est Bernstein ou Woodward, de l'idée que le journalisme vous propose la meilleure version disponible de la vérité. Et c'est vrai que cette transparence sur la méthode, cette honnêteté, cette indépendance, ce pluralisme, il faut le porter haut. C'est paradoxal, hein, je dirais, une organisation qui défend la liberté de la presse et qui parle beaucoup des problèmes qui sont associés aux journalistes. Mais je pense qu'il faut qu'on dise plus clairement dans les années à venir ce que peut le journalisme. Avoir une vision qui soit à la hauteur de la soif de journalisme que l'on ressent de la part du public, d'un journalisme vrai. Alors, pas pur, mais un journalisme qui a une valeur ajoutée dans le débat public. Et il est important, je crois, qu'on devienne non seulement expert en problème, mais ça, je dirais, c'est un magistère journalistique par essence, mais expert en solutions. Il faut trouver des solutions. Et le sondage de la Croix, par exemple, sur la confiance des citoyens dans les médias d'information, moi, je trouve qu'il donne des raisons d'espérer, année après année. Les citoyens veulent qu'on distingue l'opinion des faits. Ils sont favorables majoritairement à la labellisation des médias. Enfin, il y a des raisons d'espérer. Et je pense que nous payons aujourd'hui les conséquences peut-être de certains dogmes qu'on a déjà mentionnés, cette idée de neutralité, etc., qui ont été assénés de façon un peu péremptoire. Et je crois qu'on est un peu sur la queue de comète des désagréments causés par cette ère médiatique qui s'efface doucement. Alors, je crois qu'il y a une question ici, peut-être je me trompe. Non, c'est d'abord... Bonjour, je suis Pauline Amiel, je suis la directrice de l'école de journalisme d'Aix-Marseille, Université de l'UQAM. Et du coup, je voulais juste prolonger vos propos dans lesquels je me retrouve complètement. Je trouve que vraiment le terme neutralité, en fait, il est utilisé contre nous, contre les valeurs qu'on peut défendre, à la fois liberté académique et de liberté... de travail des journalistes et qu'il faut le laisser de côté et là je pense aussi que pour le coup on devrait vraiment valoriser ce qu'on appelle l'éducation aux médias au sens très large et à l'information et même au numérique et expliquer que les méthodes qu'on utilise effectivement elles peuvent être imparfaites mais en tout cas il y a un consensus que ce soit d'une part et d'une autre et que c'est vraiment une demande, c'est dans le sens de ce que tu disais Thibaut, du grand public qui dans tous les baromètres et dès qu'il y a des sondages et dès qu'on parle avec les étudiants ou à peu près n'importe qui comprend très bien que la neutralité c'est quelque part un faux débat et en tout cas c'est selon moi utilisé contre nous avant tout, donc faut peut-être pas selon moi qu'on tombe dans ce jeu-là. Nous il y a une notion qui circule dans nos milieux, c'est celle de neutralité axiologique qui est empruntée à Max Weber et qui est même d'ailleurs défendue par certains de nos collègues. Et qui est ainsi interprété. La neutralité axiologique, c'est en fait quand on engage une recherche, on n'engage aucun rapport aux valeurs. Mais en fait, c'est complètement faux. Là où un travail de recherche sera de qualité, c'est pas parce qu'il est militant, c'est pas parce qu'il porte des valeurs, c'est s'il est honnête par rapport à son positionnement. C'est simple.
comme il y a certains médias qui nous disent comment ils ont fabriqué leur article. Alors, ils sont allés voir un tel, une telle, ils ont fait des choix. Alors, ils ont du coup pas donné la parole à telle ou telle personne qui aurait peut-être donné un autre éclairage. Mais puisqu'on le sait, alors on a un éclairage partiel, effectivement, contextualisé de la réalité. C'est pareil dans la recherche, mais c'est déjà formidable. Oui, bonjour, Jean-Christophe Lequin de la Croix. Merci d'avoir mentionné le baromètre. C'est vrai que c'est un outil précieux et cette année, on a vraiment voulu justement aller chercher des raisons d'espérer. Donc, c'est effectivement, on en a trouvé quelques-unes. En fait, c'est une question. Le débat est passionnant, mais je ressens que finalement, la liberté d'expression est un peu le point aveugle. Enfin, finalement, comme si c'était une notion tellement large que finalement on n'arrive pas à la définir. Alors effectivement, vous avez mentionné le free speech. Enfin, on voit bien des définitions par la négative ou pour pointer des contradictions avec d'autres valeurs. Et je comprends bien et j'ai bien entendu qu'effectivement, à trop vouloir définir la liberté d'expression, on risque de la restreindre. Mais du coup, dans ce débat qui est absolument passionnant entre liberté d'expression et liberté de la presse, c'est un peu la liberté d'expression qu'on n'arrive pas à définir et à vraiment maîtriser. Voilà, donc, il y a une diversité de définitions de la liberté d'expression qui est intéressante. Il y a une vision qui est la vision notamment de l'article 19 de la Déclaration universelle, qui est cette idée que la liberté d'expression serait une sorte de liberté d'expression des opinions des citoyens, auquel s'ajouterait la liberté de la presse. Il y a une vision très riche, ça c'est la vision article 19. Après, vous avez une vision, par exemple la vision américaine, qui distingue très nettement le free speech de la free press, qui est une autre vision, qui est aussi très nette, très claire. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une forme de confusion. Et précédemment, je faisais référence à la pensée de M. Meiklejohn, qui était un grand penseur américain des années 40, qui, lui, considérait que la liberté d'expression était la liberté pour des citoyens d'intervenir dans le débat public de façon pertinente et intelligente pour exprimer et des faits et une opinion. Donc je pense que effectivement, il faudrait d'abord qu'on se mette d'accord sur ce qu'est la liberté d'expression. Je dirais de façon un peu narquoise, not my fight. Nous, on a déjà la liberté de la presse qu'on a eu beaucoup de mal. Ça a été un vrai débat intellectuel à redéfinir au début des années 2020. On voit bien d'ailleurs que ceux qui sont restés sur un logiciel intellectuel de la liberté de la presse, qui serait juste la sécurité des journalistes et un freedom from le gouvernement, ne sont pas aujourd'hui en mesure de répondre efficacement à ce qui est en train de se produire aux États-Unis. Le rachat des médias par M. Bezos, qui va ensuite zigouiller une part de la rédaction, quand on est toujours sur la liberté de la presse égale sécurité des journalistes et un gouvernement qui n'interfère pas, on est complètement impuissant. C'est pour ça que RSF, d'ailleurs, est une des seules organisations qui ose porter la controverse juridique aux États-Unis. On a gagné face à l'administration Trump sur Voice America. Donc, je pense qu'il en va de même pour la liberté d'expression. Et je pense qu'il faut aujourd'hui que nous ayons des organisations, mais je pense que notamment la Ligue des droits de l'homme pourrait jouer un rôle fondamental là-dessus, qui, de façon plus significative, porte le fer. La PPL Yadan, qui a déjà été discutée à plusieurs reprises, Reporters sans frontières est désireuse, par exemple, de prendre sa part, et on a publié un communiqué, on est actif contre, mais je pense qu'elle ne vise pas principalement les journalistes, elle ne les vise que subsidiairement, et elle ne les vise d'ailleurs même pas du tout si on en croit les déclarations politiques. Et je pense qu'il est important que nous ayons des défenseurs de la liberté d'expression en France qui soient en mesure de porter pleinement le combat. Oui, c'est une question, c'est vraiment une réflexion un peu dans le prolongement des interventions précédentes, cette question de relativisme constant, et Valentina parle effectivement chez nos étudiants aussi, paradoxalement des gens qui vont vers le journalisme en ayant une conception de l'opinion, des faits, c'est notre boulot de formateur en journalisme de les faire évoluer, mais n'empêche qu'on voit qu'il y a quand même cette question de la gestion aussi de l'engagement, et pour le chercheur et pour le journaliste, à quel moment on parle en tant que journaliste du fait de méthode ou en tant que chercheur, on peut se prévaloir de méthode, et parfois il peut y avoir objectivement une confusion aussi dans les positionnements, à quel moment je parle en tant qu'individu engagé socialement et politiquement et qui va prendre une position, et à quel moment je parle en tant que chercheur. Et je trouve qu'il y a quand même un enjeu de la régulation, de l'autorégulation de nos milieux aussi, sur être capable pour le grand public de faire la part des choses aussi, parce que c'est pas si évident que ça, effectivement, toujours en fait, à quel titre on parle.
Et la question se pose des interventions des chercheurs, par exemple, la question de l'expertise. Qui est expert? On a aussi des experts en confusion à ce niveau-là. Mais c'est vrai. Et puis des contre-feux, la stratégie du doute. On est dans ces contextes-là. Et donc je pense qu'il faut quand même qu'on trouve aussi des moyens de collectivement et justifier d'où on parle et comment on parle et à quel moment on parle en tant que journaliste, à quel moment on parle en tant que citoyen ou en tant que chercheur. Oui, là-dessus, c'est absolument important, à mon avis, que la discussion s'ouvre, parce que je pense qu'on n'a pas de réponse définitive à ce jour. Mais sur ce sujet, nous-mêmes, nous avons une réflexion sur les modes d'expression publique des universitaires. Et alors, pour l'instant, ça prend plutôt la forme de chartes qui sont à l'initiative du CNRS, par exemple, ou d'universités, qui ont pour objectif de nous protéger face à un espace public qui est devenu vraiment une sorte de jungle, ou vraiment... Vous avez évoqué la commission de l'audiovisuel, mais il y a une espèce aussi de dégradation d'une partie de l'espace public médiatique qui fait que les universitaires peuvent se retrouver parfois un petit peu comme des lapins devant des phares, c'est-à-dire un peu plus savoir répondre à des questions qui sont des questions en fait souvent agressives, etc. Donc ça, on cherche à nous protéger, et j'ai l'impression qu'en nous protégeant, on cherche aussi d'une certaine manière à beaucoup plus nous cadrer et nous maîtriser, souvent aussi au nom de la réputation de l'université, par exemple, qui vous emploie. Et ça, c'est un vrai souci. Et il n'y a pas d'accord au sein de la communauté académique sur jusqu'où on peut s'exprimer dans l'espace public. Je donne juste un exemple. Les spécialistes de la Chine, ce ne sont pas ceux-là qui, dans l'espace public, s'expriment le plus sur les persécutions contre les Ouïghours. Pourquoi ? Parce qu'ils ont besoin de visa pour aller travailler en Chine et pour maintenir un accès à leur terrain. Donc c'est forcément d'autres. Alors est-ce que les universitaires qui ne sont pas spécialistes de la question ouïghour pourront quand même se saisir d'un savoir collégial et le porter dans l'espace public ? C'est une vraie question, par exemple. Moi, je pense que la connaissance, elle est collégiale, elle est cumulative. Et donc, je peux m'exprimer dans un débat en citant un collègue, par exemple. Donc, ce n'est pas ma propre recherche. Mais il y a beaucoup d'universitaires qui diront « tu ne vas dans les médias que pour parler de tes propres recherches ». Et puisque les recherches, qui plus est, sont de plus en plus spécialisées sur de micro-niches, ça cadre de moins en moins avec les intérêts des médias. Si bien qu'il y a plein de sujets qui ne sont pas couverts par les universitaires, parce que ce n'est pas les mêmes modes d'interrogation, par exemple de l'actualité. Et donc, ça pousse certains généralistes autoproclamés bons clients des médias à répondre en permanence aux sollicitations dont ils sont l'objet et à donner une image de l'université qui n'est pas tout à fait celle que l'on vit au sein de l'université. Donc ça conduit souvent à des impostures, il faut bien le dire quand même, ça c'est vrai. Et les médias en fait participent très largement à cette imposture. C'est pour ça que dans les écoles de journalisme, par exemple, je trouverais très intéressant, j'enseigne à l'IPJ par ailleurs, que l'on ait des modules d'information, pas d'information, de décryptage un petit peu du monde des idées, de manière très très large, pour que par exemple sur l'islamisme, on n'ait pas toujours Gilles Kepel qui vient comme le premier intervenant à contacter, parce que lui il dit toujours oui, mais il donne une vision très particulière de ce qu'est l'islamisme, le djihadisme. Or c'est un sujet extrêmement soumis à des controverses scientifiques énormes. On pourrait suggérer aux assises de faire un débat spécifique sur ces relations entre le monde académique et le journaliste, qui est un vrai sujet en profondeur. Ouais, absolument. Donc, moi, j'ai pu échanger avec le directeur du CNRS, etc. là-dessus. C'est un vrai sujet, quoi. Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer des deux côtés le malentendu, dans le sens le plus littéral du terme, qu'il peut y avoir. Ou va donner un point de vue personnel. Oui. Il y a cette même confusion et je pense que là, il y a quand même un enjeu commun à ce niveau-là. Alors, on va rester quand même dans le registre de la table ronde et je crois qu'il y a encore une question au milieu là-bas. Non, je voulais juste rebondir un petit peu sur ce que vous venez de dire. Je suis journaliste, je pense, et je travaille au CDJM, qui est le Conseil de déontologie. Il y a une chose qu'on finit au sein du Conseil de déontologie par considérer comme une faute déontologique, c'est d'inviter quelqu'un pour lui poser des questions sur lesquelles il n'est pas compétent. Nous avons publié un certain nombre de petites brochures, notamment une brochure s'adressant aux confrères qui traitent des questions scientifiques, en leur disant que la première règle, c'est de ne poser les questions que sur le champ de compétences de leur interlocuteur.
Et donc, voilà, je suis appelé immédiatement. Et donc, je pense que ce genre de rappel doit être fait. Le problème, c'est que là-dessus, alors là, il y a beaucoup de représentants des écoles de journalisme ici, et je m'en réjouis, c'est quelque chose qui ne passe pas forcément dans la rédaction. Si ça peut passer dans un journal comme La Croix, sans doute avec des exceptions comme partout, on a beaucoup de mal à faire passer cette idée dans les rédactions. Et je pense qu'il y a un travail de long terme à engager sur un point comme celui-là. Et je pourrais en citer d'autres. Il y a une question devant et puis encore une question derrière. Et puis après, je pense qu'on arrivera au terme de cette table ronde. Merci beaucoup. Je m'appelle Martin Pierre, je fais de l'éducation aux médias. On en a parlé tout à l'heure, toutes ces questions-là. Les gens en bibliothèque, les usagers m'en parlent, les experts, les éditorialistes. Donc, j'ai pas tout compris dans ce que vous avez dit. Il y a plein de choses très intéressantes, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'à un moment, on puisse leur faire ces réponses, donc sur l'équilibre, plutôt que sur la neutralité, sur l'honnêteté, la transparence. Mais c'est des vraies questions qui reviennent sans cesse. Donc, à l'heure où certains ne vont pas se poser vraiment trop de questions sur l'appartenance de tel expert à tel syndicat ou tel lobby, nous, on en fait peut-être un peu trop, mais par contre, il faudra qu'on continue de massifier ce chaînon manquant entre les experts universitaires, les journalistes et le grand public. Et l'éducation média est là pour ça, mais encore faut-il qu'on puisse avoir et conserver nos budgets. Voilà, c'était un petit... Ouais. Reporters sans frontières lancera prochainement une plateforme d'éducation aux médias qui vise justement à non pas être, parce que c'est pas notre expertise, pour expliquer comment on fait du journalisme, ça je pense que c'est à d'autres de le faire, mais nous pour précisément essayer de faire comprendre comment fonctionne l'équilibre de ces libertés, le champ de l'information qui aujourd'hui inclut des tas d'autres choses que le journalisme, et je pense que c'est vraiment important qu'on soit hyper au clair justement sur ces définitions. Alors elles sont jamais établies dans le marbre, mais je pense qu'il y a vraiment un travail là-dessus. Je serais ravi qu'on en parle parce que c'est quelque chose qui nous préoccupe. Et sur la question des définitions, il y a aussi une autre notion dont on n'a pas parlé, c'est le devoir de réserve. Alors, il faut juste savoir, parce que ce n'est pas su du tout, que le devoir de réserve incombe aux fonctionnaires, mais il y a une exceptionnalité, une exception pour les universitaires, qui n'ont absolument pas à respecter ce fameux devoir de réserve. Ils peuvent donc même critiquer l'État qui les emploie et cracher sur la main qui les nourrit s'ils le veulent aussi, de manière évidemment pertinente. Donc ça, c'est important. C'est important parce que ça concerne les individus universitaires, fonctionnaires. Mais il y a tout un sujet aussi sur la neutralité des universités en tant qu'institution. Et là, il y a plein, évidemment, d'approches différentes. Alors, les présidences d'universités sont de plus en plus désireuses d'une neutralité des universités. Mais ils adoptent de plus en plus fréquemment un principe qu'ils appellent la réserve universitaire, c'est-à-dire les universités ne sont pas neutres en tant que telles, ou plutôt si, les universités sont neutres, elles ne s'expriment pas sur des enjeux politiques. Par contre, elles autorisent l'expression, disons, pluraliste en leur sein. Le problème, c'est qu'elles considèrent que cette expression pluraliste doit être équilibrée. Et le problème, il est dans justement l'équilibre. Pour nous, ça nous pose un problème parce que l'équilibre, ça veut dire que si vous invitez, si vous faites un débat, par exemple, sur, je vais essayer de donner un exemple qui ne soit pas trop sensible, sur Gaza, par exemple. Faites un débat sur Gaza, ils vont vous dire oui, mais il faut inviter un représentant de l'ambassade d'Israël. Ah ben non, pas du tout. Est-ce qu'on va faire la même chose si on parle du conflit en Ukraine, par exemple? On va forcément avoir besoin de la voix officielle de la Russie? Ben, pas du tout. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que les universités ne sont pas des parlements, elles ne sont pas représentatives. Ce qui compte, c'est la pertinence des énoncés, c'est la qualité des informations, c'est la connaissance. Donc on n'a pas du tout à être un lieu, un écrin qui serait l'écrin de la société dans toute sa diversité, dans tout son pluralisme. Pas du tout. Donc il y a des spécificités aussi à nos univers, voilà, qui n'ont pas fonctionné comme l'espace public en général. Et ça, c'est important de le dire. Et beaucoup de nos collègues présidents d'université ne l'acceptent pas tout à fait. Parce que ce qui compte, c'est la position de l'université dans le grand marché des formations et la réputation. Voilà. Alors, je suis bien placé pour savoir, parce que l'université, c'est Paris-Dauphine, et que sur ce plan-là en particulier, c'est une exigence absolue. Alors, je crois qu'il y avait encore une question. Au fond, ça va être peut-être la dernière question. Oui, bah alors ça tombe bien, parce que je vais reprendre deux expressions qui ont été utilisées, le chaînon manquant et la convergence des luttes. Avant l'université, il y a le secondaire. En secondaire, on fait de l'EMI. Et je pense qu'en termes d'attaque
de liberté pédagogique et de liberté d'enseigner, on se pose là, comme on dit. Je vais dire ça. Moi, je fais de l'EMI, je suis enseignante d'histoire-géographie et d'EMC. Donc, j'avais eu la chance d'interviewer votre prédécesseur, Christophe Deloire. Je travaille beaucoup avec les supports de Cartooning for Peace. Et c'est pas un long fleuve tranquille. Et je pense que si vous voulez éduquer le grand public, est-ce qu'il n'y a pas une convergence des luttes à faire avec la liberté pédagogique et la liberté d'enseigner des enseignants du secondaire, particulièrement sur certaines disciplines qui sont dites sensibles aujourd'hui? Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire ensemble avant l'université, peut-être? Alors, 1000 fois oui, surtout qu'en éduquant les plus jeunes, vous donnez une chance d'éduquer leurs parents et leurs grands-parents, qui ne sont pas exempts de tout reproche, me semble-t-il, notamment dans la propagation des fausses informations. Au-delà, et c'est quand même le paradoxe de l'époque, on a quasiment un consensus politique sur l'interdiction de l'accès aux réseaux sociaux des moins de 15 ans. Comme on n'a pas réussi à le faire pour les moins de 13 ans, on va essayer de le faire pour les moins de 15 ans. Vous voyez la difficulté, avec des élus qui s'apprêtent à voter unanimement ce genre de loi et qui, dans le même temps, continuent d'offrir pour l'entrée au lycée des tablettes sans absolument aucun accompagnement. Et donc, c'est là où il faut réinvestir, me semble-t-il, pour remettre les choses à l'endroit. Alors nous, à l'OALA, on travaille avec l'ASES, l'Association des enseignants de sciences sociales, donc en partie dans le secondaire, et avec différents collègues autour de Éric Fassin, sous le parapluie de la LDH, on est en train d'écrire un guide des libertés académiques et pédagogiques qui inclut cette question de la pédagogie et donc des collègues du secondaire, absolument. C'est tout à fait essentiel ce que vous avez dit. Alors, à moins qu'il y ait une question dernière rentrée qui sortirait, qui jaillirait de la salle, je pense qu'on est au terme de ce voyage. Merci beaucoup à tous les trois et merci de ces questions.